Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dans la collection « Compétences interculturelles ». Amanso et Setel. BOLZMAN, Coord. Transnationalité et développement rôle de l'interculturel, 2010, 222 p. Kaadad, Amanso, Monsieur CKMANN, dire. Antagonisme et dialogues interculturels. Du constat des polarisations à la construction des cohésions, 2009, 250 p. Eta Kismet. Belgique-Turquie, regard croisé sur mariage et migration, 2008, 144 p. Monsieur Sarlet, Amanso accent aigu DS, tourisme et diversité, facteur de développement, 2008, 158 p. Bétison, des Indiennes en Europe. Valeurs et stratégies identitaires, comparaison Paris-Londres, 2008, 176 p. J2 Pireux, Amanso accent aigu DS, formation d'adultes et interculturalité. Innovation en pays francophones, 2008, 158 p. Amanso édition. Valorisation des compétences et co-développement. Africain ES qualifié ES en immigration, 2008, 236 p. Kaadad, l'intégration des musulmans en Suède. Un défi singulier pour une société multiculturelle, 2008, 125 p. S. de Tapia, S. Aggenul accent aigu DS, minorité discrète, diaspora en devenir. Kalmouk, kazakh et tibétain en France, 2008, 322 p. ACHAOUITE, l'interculturel comme art de vivre. Fragment critique, 2007, 152 p. H. Saïdi édition, les étrangers en France et l'héritage colonial. Processus historique et identitaire, 2007, 154 p. J. de Changy, FDASSETTO, B. Maréchal, Relations et co-inclusion. Islam en Belgique, 2007, 240 p. Monsieur Born École, E accent aigu DS, recomposer sa vie ailleurs. Recherche-action auprès des familles primo-arrivantes, 2006, 214 p. Amanso, processus identitaire et intégration. Approche psychosociale des jeunes issus de l'immigration, 2006, 188 p. Amanso Coord, turc en Europe. L'heure de l'élargissement, 2006, 129 p. E Prieur, E Jovelin et Monsieur Blanc Coord, travail social et immigration. Interculturalité et pratiques professionnelles, 2006, 312 p. Aelia, réseaux ethno-communautaires des Fulbe en Italie. Recherche de visibilité, logique associative et stratégie migratoire, 2006, 115 p. S. Aggenul, religion de Turquie, religion des Turcs. Nouveaux acteurs dans l'Europe élargie, 2005, 193 p. 50, Muller et S. de Tapia, E accent aigu DS, un dynamisme venu d'ailleurs, la création d'entreprises par les immigrés, 2005, 311 p. Amanso et SAMORANITIS, E accent aigu DS, reconnaissance de l'islam dans les communes d'Europe. Action contre les discriminations religieuses, 2005, 200 p, traduit en anglais. Ch. PARTHOENS et Amanso, de Zola à Atatürk, un village musulman en Wallonie. Sherat Visé, 2005, 174 p. JGATUGU, SAMORANITIS et Amanso, E accent aigu DS, la vie associative des migrants, quelle reconnaissance? Réponse européenne et canadienne, 2004, 280 p. Umanso dire. Reconnaissance et discrimination, présence de l'islam en Europe occidentale et en Amérique du Nord, 2004, 371 p, traduction italienne en cours. Amanso édition. Turquie vers de nouveaux horizons migratoires, 2004, 308 p. Monsieur VATZ Laharoussi et Amanso, E accent aigu DS. Jeunesse, citoyenneté, violence. Réfugiés albanais en Belgique et au Québec, 2003, 312 p. Des Crutzen et Amanso E accent aigu DS. Compétences linguistiques et socio-cognitives des enfants de migrants. Turcs et Marocains en Belgique, 2003, 126 p. Amanso. Compétences interculturelles des jeunes issus de l'immigration. Perspectives théoriques et pratiques, 2002, 182 p. Compétences interculturelles est une collection destinée à présenter les travaux théoriques, empiriques et pratiques des chercheurs scientifiques et des acteurs sociaux qui ont pour but d'identifier,
de modéliser et de valoriser les ressources et les compétences interculturelles des populations et des institutions confrontées à la multiplicité des référents socioculturels et au contact entre différentes cultures. Les compétences interculturelles se révèlent capitales, notamment dans le double effort d'intégration des personnes issues de migration, qui doivent à tout le moins se positionner à la fois par rapport à la société d'accueil et par rapport au milieu d'origine, eux-mêmes en constante transformation. Les travailleurs sociaux au sens large, les enseignants, d'autres intervenants, mais également les décideurs chargés des politiques d'accueil et d'intégration des migrants et des minorités culturelles, sont concernés par ce type de compétences professionnelles pour mener, à destination de ces publics, des actions de développement social et pédagogique efficaces. Même si l'objectif de la présente collection est prioritairement de faire connaître les travaux de l'Institut de recherche, formation et action sur les migrations, IRFAM, et de ses nombreux partenaires internationaux, cet espace d'expression est ouvert aux équipes pluridisciplinaires qui souhaitent contribuer à l'approfondissement des savoirs et des savoir-faire en matière de développement interculturel. Les publications en préparation couvrent divers domaines parmi lesquels interculturel, activités créatives et insertion. Migration et développement, le rôle des associations. Migration et prévention des violences. Pour une éducation aux migrations équitables. Psychologie et migration, vers une synthèse. La collection bénéficie des apports d'un comité scientifique international qui a pour rôle d'évaluer les ouvrages et les chapitres d'ouvrages proposés pour publication, ainsi que d'initier des thèmes nouveaux. Le comité participe à l'orientation de la politique d'édition, de diffusion et de promotion de la collection. Les membres du comité sont Vara Christine, Bruxelles. Wilge Sirma, Université de Montréal. Bolzmann Claudio, Haute École spécialisée de la Suisse occidentale, Genève. Bulto Alain, Conseil de l'éducation et de la formation, Bruxelles. Cohen-Émeric Margalit, Paris. Cosselin Pierre, Université de Paris 5. De Tapia Stéphane, Centre national de recherche scientifique et Université Monsieur Bloch, Strasbourg. De Halou Pierre, Haute École namuroise catholique. Étienne Caroline, Namur. Franchi Vigée, Université de Paris 5. Fortin Clément, Université du Québec. Gatougou Joseph, Centre d'action interculturelle de Namur. Germain Annick, Institut national de recherche scientifique, Montréal. Gersnerova Andrea, Université Charles de Prague. Gégelochage Collet, Université libre de Bruxelles. Élie Denise, Institut national de recherche scientifique, Montréal. Jacques Paul, Institut wallon de santé mentale, Namur. Kestelout Christian, Université catholique flamande de Louvain. Lalou Mohamed, Université de Lyon 2. Liégeois Jean-Pierre, Université de Paris 5. Louis Vincent, Université de Liège. Manceau Oral, Facultés universitaires Saint-Louis de Bruxelles. Oguet Tania, Université de Fribourg. Raya Lozano Enrique, Université de Grenade. Rigoni Isabelle, Université de Poitiers. Santelli Emmanuel, Centre national de recherche scientifique, Lyon. Tisserand Pascal, Université de Metz. Villan Michel, Direction générale de l'action sociale et de la santé, Namur. Vulbo Alain, Université de Paris 10. Zemni Sami, Université de Gand. Assistance technique, Kevin Haddad, 4 motions et Churalzette. Collection. Compétences interculturelles. Fondé et dirigé par Altaïa Manso. Introduction générale, Claudio Bolzmann, Théogène Octave Gakouba, Ibrahima Guissé. En guise d'introduction générale à cet ouvrage qui porte sur la migration des jeunes d'Afrique subsaharienne, fruit d'une collaboration entre universitaires du Sud et du Nord, il nous a semblé important de rappeler d'emblée quelques éléments historiques, ou ce qu'on peut appeler une tradition de mobilité, qui a en tout temps rythmé ce qui est désigné aujourd'hui comme l'espace subsaharien. Historiquement en effet, le continent africain a souvent été intensément marqué par des mouvements migratoires multiformes. Ces déplacements étaient tantôt liés à la transhumance ou aux migrations écologiques,
nomadisme, tantôt au commerce des esclaves, qu'ils soient de forme transsaharienne ou transatlantique. Aussi, pendant la colonisation française en Afrique, du XIXe siècle, jusqu'à la veille des indépendances africaines, les populations se déplaçaient librement à travers les territoires français regroupés en sous-ensembles. Afrique occidentale française, AOF, et Afrique équatoriale française, AEF. Les auxiliaires coloniaux, agents des services publics, fonctionnaires, travailleurs, tirailleurs, etc., étaient affectés indifféremment d'une colonie à l'autre. Au moment des années d'indépendance, 1960 à 1965, plusieurs d'entre eux restèrent dans leur ex-colonie d'accueil. Ceci explique l'existence de fortes colonies maliennes et sénégalaises dans certains pays africains comme au Congo-Brazzaville. L'Afrique subsaharienne apparaît comme étant l'une des régions du monde où les mouvements migratoires sont les plus intenses. Près d'un résident sur 4 vit dans un lieu où il n'est pas né selon les recensements effectués par les enquêtes du réseau Migration et Urbanisation en Afrique de l'Ouest, cités par Traoré et Bocquier 1996. La densité de la circulation dans cette région africaine, tout comme dans d'autres régions africaines, reste aussi liée à la perméabilité des frontières dans des contextes socio-historiques où les constructions nationales ne datent que des années 60. L'Afrique de l'Ouest 1, qui regroupe plus des 3/4 des pays étudiés, Cameroun, Mauritanie et Sénégal, reste marquée par le fait que la migration des Africains sous sa forme contemporaine s'est d'abord faite en direction de l'Afrique avant d'atteindre les rivages européens. Ainsi, Burkinabés, Maliens, Mauritaniens et Sénégalais migraient jusqu'au début des années 1970 prioritairement sur le continent africain, en direction notamment de la Côte d'Ivoire, du Congo et du Gabon. On pourrait même mentionner que le phénomène migratoire relève d'un trait culturel chez certaines populations de cette sous-région, notamment dans les deux pays que sont la Mauritanie et le Sénégal, qui sont au centre de cette étude. Ainsi, en milieu soninké et alpulaaren, deux communautés linguistiques présentes de part et d'autre dans ces deux pays, la migration s'apparente à un rite initiatique du jeune homme qui se lance à la découverte du monde. Le migrant, appelé Tunkaranke en soninké ou Danyanke en pulaar, est celui qui a voyagé et acquis une expérience. Nos enquêtes réalisées auprès des jeunes mettent en relief cette dimension symbolique qui entoure le projet migratoire des jeunes Africains. Parallèlement aux migrations, notamment des jeunes ouest-africains sur le continent, les départs pour l'Europe ont pris une certaine ampleur dans les années 1990. Depuis la fin du XXe siècle, les migrations internationales des jeunes Africains s'orientent vers des pays comme l'Espagne, la France, l'Italie, de Haas 2008. Des pays comme la Libye, l'Algérie ou le Maroc deviennent ainsi de plus en plus des zones de transit qui précèdent la traversée de la Méditerranée. Il faut aussi rappeler que différentes formes de migration sont pratiquées par des jeunes motivés par le besoin d'aider financièrement leur famille et en quête d'une identité sociale. Leur migration n'est pas seulement clandestine ou irrégulière. Certains émigrent de façon régulière pour des motifs de réunification familiale ou pour poursuivre leurs études. D'autres peuvent aussi accéder par voie légale au pays de destination, puis choisissent d'y rester au-delà du séjour initialement autorisé. Cet ouvrage se focalise principalement sur des jeunes Africains qui, en raison des difficultés à obtenir un visa, prennent des voies illégales, terrestres ou maritimes, dans l'intention d'accéder à ce qui leur apparaît comme étant l'Eldorado européen. L'expression « migration irrégulière » est ici utilisée pour décrire une gamme de phénomènes différents mettant en jeu des personnes qui entrent ou demeurent dans un pays dont ils ne sont pas citoyens, en violation des lois nationales du dit pays. Ces différentes formes de migration irrégulière sont souvent regroupées sous les dénominations alternatives de migration non autorisée, migration illégale, migration clandestine ou de sans-papiers. La controverse autour de l'adéquation de ces concepts, et le principe selon lequel un individu ne peut être appelé irrégulier ou illégal, amène certains experts et technocrates de la question migratoire à parler de migrants en situation irrégulière, CMMI 2005. Certains auteurs utilisent également le terme de migration clandestinisée ou irrégularisée, pour mettre en évidence le fait que les modifications des législations sur l'immigration de plus en plus restrictives par les États récepteurs sont à la base de la situation d'illégalité vécue par les migrants dans ces États. Boltzmann 2001. Nous avons tout de même opté pour l'utilisation du terme migration clandestine,
dans cet ouvrage, d'une part pour restituer l'intériorisation du risque par les personnes migrantes, et d'autre part pour montrer comment ce terme en apparence péjoratif finit par prendre une dimension valorisante aux yeux des personnes qui migrent, et en particulier des jeunes. Dans le cas précis des études menées au Cameroun, en Mauritanie et au Sénégal, le jeune migrant clandestin est celui qui brave la faim et la soif, la mer et le désert. Il est donc celui qui risque sa vie pour réaliser son objectif, c'est-à-dire accéder au marché du travail et sortir ses parents de la pauvreté. Dans le présent ouvrage, la première partie est constituée des résultats d'une recherche sur la migration clandestine des jeunes d'Afrique subsaharienne. À partir d'une analyse détaillée de la problématique, elle soulève des interrogations sur le phénomène de migration dite clandestine des jeunes Africains et suggère des réponses susceptibles de favoriser des alternatives aux mesures exclusivement sécuritaires ou unilatérales en cours. Cette nouvelle forme de migration, mue par des forces puissantes et complexes, principalement le manque de travail et de moyens de subsistance dans le pays d'origine, a surtout émergé dans un contexte marqué par la fermeture de l'Europe vis-à-vis des pays africains et la mise en place d'une approche sécuritaire par des pays développés. En s'appuyant sur l'analyse des discours des jeunes Africains souhaitant émigrer et ceux qui ont déjà effectué le parcours migratoire illicite jusqu'à atteindre un pays européen, les personnes migrantes refoulées, et en articulant ces discours à ceux d'autres acteurs individuels et institutionnels impliqués dans le projet aventurier, cette recherche explicite le lien entre ces nouvelles formes de mobilité des jeunes Africains et les politiques de contrôle des frontières mises en place par des pays européens. La seconde partie constitue un regard croisé de 3 enseignants-chercheurs africains qui ont collaboré à l'étude. Par leur connaissance approfondie des contextes socio-historiques investigués et par leurs affinités électives avec l'objet étudié, ils ont restitué les différents ressorts au centre du phénomène de la migration, souvent tragique, des jeunes. Mohamedou Sall s'intéresse au mythe du chaos qui tend à construire, dans l'imaginaire collectif africain, le continent européen comme un Eldorado, facteur puissant d'attraction pour les jeunes. Abdoulaye Sow, en collaboration avec Fabienne Tanon, explore les transformations produites par l'émigration au sein des familles mauritaniennes, y compris celles qui n'ont pas émigré elles-mêmes. Quant à Ba Mensa Menang, il constate que même les étudiants universitaires camerounais, garçons et filles, qui ont pourtant de bonnes chances de trouver un poste stable dans leur pays, sont fortement attirés par l'Eldorado européen. Il met ainsi en évidence la mondialisation de l'imaginaire collectif des jeunes, en décalage avec les conditions de vie et les opportunités concrètes dans leur pays d'origine. Si dans son ensemble l'ouvrage traite de cette question de migration de jeunes et des défis qu'elle pose aux sociétés de départ et de destination, la contribution de Pedro Goa, dans cette deuxième partie, rappelle une autre réalité migratoire africaine lusophone. On note ainsi que les trajectoires migratoires africaines épousent les itinéraires qui mènent aux anciennes métropoles coloniales, mais leur visibilité est fonction du degré de polarisation politique du fait migratoire dans le pays de destination. Les différentes contributions soulèvent le fait que cette forme de migration des jeunes Africains a un impact sur les structures sociales des sociétés tant africaines qu'européennes et pose des défis à la fois aux pouvoirs publics des pays d'origine et aux politiques migratoires des pays de destination. Ces politiques migratoires qui ont pour fonction de contrôler les entrées et sorties des individus, sans tenir compte outre mesure de l'intégralité du cycle migratoire qui débute dans le pays lorsque l'individu devient un migrant potentiel, laisse apparaître un décalage avec le contexte économique, ce qui est souvent source de leur échec. Par ailleurs, compte tenu des disparités dans le développement et la démographie et de l'absence de voie légale pour partir, tout laisse à penser que cette forme inédite de migration des jeunes, au prix de leur vie, est appelée à s'intensifier par des stratégies plus sophistiquées et plus attentatoires à la vie humaine. Relever le défi sera alors, de notre point de vue, fonction de la capacité des États émetteurs et récepteurs d'articuler le besoin de développement des pays de départ et les besoins économiques et démographiques des sociétés vieillissantes des pays de destination. C'est dire donc que les sociétés industrialisées européennes ne peuvent exhorter les gens à demeurer dans leur pays, si elles ne s'engagent pas fermement à investir le temps et les ressources nécessaires à l'amélioration des conditions de vie de ces populations. Or, pour s'attaquer efficacement aux raisons fondamentales qui poussent les gens à quitter leur pays,
effort du reste tout à fait louable et nécessaire, il faudra beaucoup de temps et une volonté politique inébranlable. Dans l'intervalle, les pays dits développés ne doivent pas succomber à la tentation de baisser les bras devant les problèmes de l'immigration et de s'en remettre à l'application de mesures de contrôle de plus en plus restrictives, voire antidémocratiques, Papadémétriou, 2007. La prise en compte de l'impact des mesures sécuritaires sur la sécurité des migrants eux-mêmes constitue un des défis majeurs que soulève la question de la migration des jeunes Africains en direction des pays d'Europe. Ces mesures laissent par ailleurs apparaître des incohérences entre politique migratoire et développement, au regard notamment des importants moyens financiers qu'elles entraînent, moyens qui auraient dû servir au renforcement des compétences de jeunes migrants potentiels, dont le présent ouvrage analyse et restitue les attentes, motivations et aspirations. Les défis posés par la migration des jeunes d'Afrique subsaharienne en Europe sont donc importants et complexes. Les analyses croisées et variées développées dans l'ouvrage rendent compte de la complexité de ce phénomène, qui ne peut être compris sans être resitué dans le contexte des transformations socio-économiques à l'œuvre dans cette partie de l'Afrique, à la faveur ou à cause de la mondialisation, de l'instabilité politique et de la fermeture des frontières européennes. Références bibliographiques. Boltzmann, C. 2001. Politique d'immigration et clandestinisation une personne sans statut légal, réalité et pratique de solidarité. Genève, Centre de contact suisse immigré 11 à 15. CMMI. 2005. Les migrations dans un monde interconnecté, nouvelles perspectives d'action. Genève, Commission mondiale sur les migrations internationales. De Haas, H. 2008. Migration irrégulière d'Afrique occidentale en Afrique du Nord et dans l'Union européenne, une vue d'ensemble des tendances générales. Genève, OIM, Migration Research, numéro 32. Papadémétriou, dès 2007. US Immigration, Fact, Fear and Fantasy, Population Presse, 13-2. Traoré, S. et Bocquier, P. 1996. Migration en Afrique de l'Ouest. De nouvelles tendances, chronique du Centre français sur la population et le développement CEPED, janvier-mars, numéro 20 à 3. Première partie, EMIGRATION clandestine des jeunes dans 3 pays africains, Cameroun, Sénégal, Mauritanie. Résultats de recherche. Émigration clandestine des jeunes dans 3 pays africains, Cameroun, Sénégal, Mauritanie. Résultats de recherche. Claudio Boltzmann, Théogène Octave Gakouba, Ibrahima Guissé. 1. Introduction. Les années récentes restent marquées par un important flux migratoire irrégulier en provenance de l'Afrique subsaharienne, notamment du Sénégal et de la Mauritanie via le Maghreb. Que ce soit à travers le désert des pays du Maghreb, ou par le biais des pirogues au départ des côtes mauritaniennes ou sénégalaises, des milliers d'Africains utilisent des réseaux de trafiquants humains ou passeurs mettant ainsi en danger leur vie. La situation actuelle de cette émigration clandestine de jeunes d'Afrique subsaharienne en partance pour l'Europe est devenue dramatique. Perte en vie humaine, souffrance psychologique, expulsion des clandestins dans des conditions difficiles, violation des droits de l'homme. Face à cette émigration, la communauté internationale se mobilise et tente de trouver des solutions qui permettraient aux candidats à l'émigration de rester dans leur pays pour contribuer au développement national. C'est dans ce cadre que s'élaborent des réponses politiques. Décideurs politiques africains, États africains et européens cherchent à trouver des solutions concrètes aux problèmes posés par les flux migratoires illégaux. Mais les mesures tangibles, outre celles en rapport avec le domaine sécuritaire, sont plutôt rares. Sur le plan scientifique, les données sur l'émigration clandestine des personnes d'Afrique subsaharienne, notamment leur profil socio-économique et les dispositifs juridiques en rapport avec cette émigration sont quasi inexistantes. Les récits journalistiques qui témoignent du sort dramatique de ces candidats à l'exil ne permettent guère une compréhension du phénomène complexe de l'émigration de ces jeunes. Par ailleurs, la majorité des recherches existantes se sont limitées aux immigrés d'Afrique subsaharienne dans les pays d'accueil sans faire d'enquête dans les pays d'origine pour mieux saisir la situation des émigrés avant le départ vers l'Europe ou après un retour, souvent non désiré. L'émigration clandestine actuelle des ressortissants d'Afrique subsaharienne est préoccupante et mérite d'être analysée de manière approfondie pour cerner ses enjeux,
et apporter une contribution modeste à la compréhension de cette problématique. Il convient d'aller au-delà des analyses descriptives et des mesures exclusivement sécuritaires prises par les différents États concernés par ce phénomène. La première partie de cet ouvrage présente les résultats de la recherche, qui avait pour objectif d'apporter des éléments de réponse aux questions principales suivantes. Quelles sont les représentations et les motivations des jeunes d'Afrique subsaharienne qui veulent émigrer clandestinement en Europe? Quel est le profil socio-économique des migrants clandestins ou des jeunes candidats potentiels à l'émigration? Quelles sont les conséquences psychosociales et familiales de l'émigration clandestine des jeunes? Quelle réponse institutionnelle face au phénomène de l'émigration clandestine? 2. Éléments pour un cadre théorique. L'étude part de l'idée que pour atteindre une meilleure compréhension du phénomène des migrations clandestines africaines, il ne faut pas seulement les considérer à partir d'une perspective propre aux États de destination, mais qu'il est nécessaire d'inverser le regard, Auriol et al., 1985, et de les considérer en tant que processus ayant leur point de départ dans les sociétés d'origine des migrants. Mais ce changement de perspective n'est pas suffisant. Il nous est apparu pertinent de proposer des éléments d'élaboration d'un cadre explicatif qui dépasse la vision univoque de la migration clandestine, comme étant exclusivement le résultat de facteurs économiques. Nous ne partageons en effet pas la vision des théories néoclassiques, par exemple Todaro, 1980, qui attribue principalement les migrations à la distribution inégale du travail et du capital au niveau international du point de vue macrosocial. Les migrations seraient l'expression de cette inégalité et serviraient à équilibrer la balance entre ces deux facteurs. D'après cette même théorie, d'un point de vue microsocial, les acteurs décideraient rationnellement d'émigrer. Ils pèseraient les coûts, les risques et les bénéfices d'un tel acte. Ils partiraient ainsi surtout pour améliorer leurs revenus. Ils se comporteraient donc comme des individus calculateurs, décidant librement à partir des informations dont ils disposent. Ces théories font preuve de cohérence interne et sont proches du sens commun, mais ne tiennent pas la route du point de vue empirique. En effet, comme le montre Arango, 2002, ces théories n'arrivent pas à expliquer pourquoi il n'y a pas plus d'émigration des pays africains vers les pays européens, ou pourquoi certains pays africains qui connaissent un niveau de vie semblable n'ont pas les mêmes taux d'émigration et pourquoi certains pays européens aussi développés que d'autres reçoivent un nombre de migrants fort inégal. On pourrait se demander en outre pourquoi les migrations africaines vers l'Europe n'ont pas commencé plus tôt, puisque les disparités ne datent pas d'aujourd'hui. Par ailleurs, d'un point de vue macrosocial, même si les migrants envoient souvent de l'argent vers leur pays d'origine, ces fonds ne suffisent pas à diminuer les inégalités entre pays, comme le pensaient ces théories. À notre avis, une perspective plus complexe qui tient compte à la fois des facteurs économiques, sociaux, politiques et culturels est nécessaire. Il est également important d'articuler les facteurs structurels, mésosociaux et microsociaux. Parmi les facteurs structurels, on peut mentionner le phénomène de la globalisation, qui rend les États plus interdépendants et qui produit de profonds bouleversements dans les économies des États africains au profit des économies des États du Nord, notamment européens. Comme l'indique Abella 2002, dans le cadre d'une étude du Bureau international du travail, BIT Genève, seuls 13 pays émergents d'Asie et d'Amérique latine ont pu bénéficier de la globalisation. Quant aux autres pays, plus ils essaient de s'intégrer dans le monde globalisé, dominé par la logique de la rentabilité du capital, plus ils tendent à se désintégrer. Autrement dit, leur capacité à assumer leurs fonctions de régulation sociale s'effrite et crée les conditions propres à émigration. Sur le plan structurel aussi, comme l'explique Michael Pioré, 1979, les migrations sont aussi liées à un facteur d'appel, la demande de main-d'œuvre des sociétés européennes, liée à la structure de leur marché du travail. Ces sociétés ont en effet besoin des travailleurs étrangers pour occuper les emplois que les nationaux ne veulent pas. La raison est la suivante. Leur marché du travail est segmenté entre un secteur à forte intensité de capital avec des salaires élevés, et un secteur à forte demande de main-d'œuvre, faible productivité et bas salaire. Les travailleurs nationaux évitent d'occuper ces emplois mal rémunérés, dangereux pour la santé, peu prestigieux, en bas de l'échelle sociale,
offrant peu des possibilités de promotion et impliquant des tâches pas toujours motivantes. Les travailleurs étrangers temporaires, ou qui envisagent de retourner chez eux dans un délai court, sont prêts à accepter ces emplois, car même si les salaires sont bas, ils sont meilleurs que dans leur pays d'origine. Par ailleurs, du point de vue du statut et du prestige, même si ces travailleurs sont en bas de l'échelle sociale dans le pays de résidence, ce problème ne les inquiète pas car leur groupe de référence, auquel ils se comparent, se trouve au pays d'origine. De ce point de vue, leurs salaires sont intéressants. Ainsi, une demande structurelle des travailleurs étrangers peut coexister avec un taux de chômage structurel des travailleurs locaux, sans qu'il y ait une véritable concurrence pour l'emploi entre ces deux types de travailleurs. Si les migrations prennent la forme de la clandestinité, c'est parce que les politiques migratoires des États européens sont trop restrictives et n'autorisent qu'exceptionnellement la venue légale des travailleurs africains sur leur territoire. Elles ne laissent en quelque sorte guère le choix des modalités d'entrée sur leur territoire aux migrants africains. La dimension politique des migrations prend ici toute son importance, Boltzmann 1997. Mais si ces facteurs structurels constituent une condition nécessaire pour expliquer les migrations clandestines, ils ne constituent pas une condition suffisante. Il faut en effet que des facteurs soient réunis également au niveau mésosocial. C'est le rôle explicatif de la théorie des réseaux, Massey et al. 1998. Un réseau migratoire consiste en un ensemble de relations interpersonnelles liant les émigrés, les migrants de retour et leurs parents, leurs amis ou leurs compatriotes restés au pays. La principale fonction du réseau est de faciliter la migration, en réduisant les coûts et les incertitudes liées à l'acte de migrer lui-même, mais aussi à l'hostilité des États récepteurs. En effet, le réseau fournit des informations, procure une aide financière, aide à trouver un travail et un logement, socialise les nouveaux venus aux exigences du nouveau contexte. De nombreux migrants partent en effet, parce qu'ils espèrent trouver des connaissances ou des proches qui vont les soutenir et les guider à leur arrivée dans la nouvelle société. Sans l'appui de ces personnes auxquelles ils sont liés, ils ne se risqueraient peut-être pas à partir vers une autre société. Les réseaux constituent ainsi une forme de capital social. Ils représentent une base pour constituer des chaînes migratoires, où circule de l'information, des appuis et des migrants. Il s'agit d'un effet multiplicateur important. Les réseaux constituent un facteur explicatif mésosocial, qui tient compte du contexte micro- et macrosocial. Les relations sociales sont vues comme le produit des interactions entre individus qui s'articulent selon les contextes, politiques, économiques, sociaux, plus larges. Dans un contexte de restriction des migrations par les États, le rôle des réseaux en matière de circulation se trouve amplifié. Boltzmann 2008. Enfin, il faut considérer la dimension microsociale de la migration, qui se joue moins au niveau individuel qu'au niveau familial. En ce sens, les théories de la nouvelle économie familiale, Stark, 1991, considèrent que l'émigration est le résultat d'une stratégie familiale, moins destinée à maximiser le revenu qu'à minimiser les risques. L'émigration représente en fait une forme d'assurance sociale dans les pays où la protection sociale est peu développée. La famille va décider collectivement d'envoyer l'un de ses membres à l'étranger, pour que cette personne soutienne les membres de la famille restés au pays, en particulier au cas où les revenus familiaux seraient en diminution. La décision est prise par comparaison à un groupe de référence, par exemple les voisins ou des connaissances, qui se trouvent dans la société locale. Plus les inégalités au sein de la société sont importantes, plus le sentiment de privation relative sera fort et plus l'incitation à l'émigration sera élevée. Il y a là une tension entre les aspirations collectives à une amélioration du niveau de vie, et l'impossibilité de trouver satisfaction à ces aspirations dans le cadre de la société dans laquelle on vit. Hoffman-Nowotny, 1981. Par ailleurs, les personnes qui partent, du fait de leur rôle central pour ceux qui restent, espèrent acquérir un statut fortement valorisé par leurs proches. Cette théorie apporte un élément supplémentaire à l'explication des migrations temporaires clandestines des personnes africaines seules, et les liens d'interdépendance entre ceux qui partent et ceux qui restent. C'est cette perspective plurifactorielle et complexe qui se trouve à la base de l'enquête empirique menée au cours de la recherche. Elle a été complétée et enrichie par les observations. 3. Les objectifs et le déroulement de la recherche.
Le but principal de la recherche était de mieux comprendre, dans une approche interdisciplinaire, le phénomène de l'émigration clandestine afin de mettre à la disposition de tous les acteurs, pouvoirs publics, organisations internationales et non gouvernementales, sociétés civiles, concernés par cette question des informations qui leur permettront d'y faire face. La recherche avait pour objectif de explorer des approches novatrices de compréhension du phénomène de l'émigration irrégulière des jeunes d'Afrique subsaharienne. Comprendre les représentations et motivations des jeunes migrants d'Afrique subsaharienne. Connaître les buts, les motivations et les attentes des personnes qui veulent émigrer clandestinement en Europe. Déterminer le profil socio-économique des migrants clandestins rentrés au pays après leur expulsion, notamment leur niveau de formation et leur statut professionnel avant le départ. Analyser et comprendre les situations vécues par des migrants clandestins, expulsés vers leur pays d'origine. Enfin, explorer des pistes permettant d'articuler les résultats de l'étude en modalités d'action pour les professionnels des domaines de la santé, du social, de l'éducation et pour les autres instances de décision. Concrètement, la recherche sur le terrain a été menée dans 3 pays, au Cameroun, en Mauritanie et au Sénégal. Elle a combiné des méthodes quantitatives, enquête par questionnaire pour mieux connaître le profil social des jeunes migrants clandestins. Elle a aussi utilisé des méthodes qualitatives, entretien semi-directif avec des jeunes migrants et leurs familles, avec le personnel des organisations non gouvernementales, ONG, les pouvoirs publics et la société civile qui interviennent auprès de ces jeunes. Cette recherche, commencée le 1er novembre 2007, a duré 9 mois et s'est terminée le 31 juillet 2008. 4. Un partenariat international et interdisciplinaire. La recherche internationale et interdisciplinaire s'est appuyée sur un partenariat entre des acteurs issus du monde académique, des organisations internationales et des ONG. Il s'est basé sur une coopération active entre des organismes suisses, africains et internationaux, soutenus financièrement par le Réseau universitaire genevois, RUIG, devenu Réseau suisse pour les études internationales, RESEI. La recherche est le résultat d'une initiative conjointe du Centre d'études de la diversité culturelle et de la citoyenneté, CEDIC, de la Haute École spécialisée de Suisse occidentale, HESSO, et de la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, FPSE de l'Université de Genève. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.